On va parler de la place du Caire et la rue et les rues qui contournent cet endroit. Heureusement, nous sommes dans un carrefour de civilisation, des religions ici à Mahdia, surtout sur la place du Caire. Ici, nous sommes au centre de la civilisation. Civilisation musulmane, chrétienne, juive et d'autres religions. Alors, c'est ici que naît la civilisation et les amis de Mahdia. Nous sommes sur la place du Caire. C'est ici où il y avait des fêtes autrefois et toutes les rues ont été décorées avec des palmes et les rues sont couvertes avec des tapis et vous voyez tout le monde ensemble. On vivait ensemble ici, surtout sur cette place. C'est ici que cette place a visité Yves Cousteau. Yves Cousteau a contacté des pêcheurs sur cette place. À cette époque, les pêcheurs venaient appâter leur palangre ou leur palangrettes de bon matin, alors pour aller les poser dans la mer. Alors lorsqu'ils allaient dans la mer, ils ont découvert le trésor de Mahdia à partir de leur pêche. Quelquefois, ils repêchaient une assiette, une fourchette, un objet du trésor englouti, le bateau grec qui a chaviré depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, ici à Mahdia. Alors, il a contacté les pêcheurs qui vivaient dans cette place et ces pêcheurs lui ont indiqué la place où on peut repêcher le trésor englouti, c'est-à-dire le bateau qui a chaviré. Alors, il était venu à Mahdia, Yves Cousteau, en 1907. Il est allé à l'endroit où se trouvait le trésor et il a découvert avec ses amis. Il est venu ici avec un équilibre pour repêcher il y avait des sculptures, il y avait des chapiteaux, il y avait des colonnes en marbre et ils ont beaucoup d'autres choses. Alors, il était venu, Yves Cousteau, 2 fois ici à Mahdia. Il a écrit un livre qui s'appelle Le trésor englouti de Mahdia, le grand trésor du monde. Il l'a appelé comme ça. Alors, c'est dans cet endroit où est née la civilisation musulmane. Et cet endroit ici, les gens qui vivaient ici, qui avaient la communauté, c'était comment ici, dans ces temps-là? Ils vivaient ensemble, ils se respectent ensemble. Alors, vous avez la mosquée, vous avez l'église à 20 ou 25 mètres d'ici, vous avez le synagogue à 20 ou 25 mètres, et tout le monde vivait ensemble. 3 civilisations sans contrainte. Toutes les maisons sont ouvertes. Alors on ne ferme pas les maisons. Les juifs nous respectent. Les musulmans respectent les juifs. Nous avons un jour de congé le vendredi. Pour les juifs, c'est le samedi. Pour les chrétiens, c'était le dimanche. Et pour chaque religion, à cette époque-là, lorsqu'on vivait ensemble, il y avait une équipe sportive. Pour la mosquée, nous avons l'équipe musulmane, équipe de football. Pour l'église, il y a l'équipe du prêtre. Pour le synagogue, il y a aussi, on dit le rugby, il y a une équipe. Et toutes les 3 équipes se disputent ensemble. Aucun problème. Vous voyez, quelques joueurs qui jouaient avec les juifs, des joueurs badois qui jouaient avec l'équipe de juifs, des juifs qui jouaient avec les Tunisiens,
Et vous voyez aussi des Italiens qui jouaient avec l'église. Moi, je me rappelle, à cette époque, il y avait Mimo, il y avait Razio, il y avait des joueurs que je me souviens qui jouaient avec. Alors, ils jouaient ensemble. Les Maltais aussi. Vous voyez. Alors, c'était le beau temps de Mahdia. Moi, je me souviens, à cette époque, nous visitons l'église pour écouter l'orchestre, pour écouter le choral des chrétiens. Alors, l'entrée était libre. Il y avait des enfants musulmans qui entraient dans la salle avec les chrétiens et qui écoutaient la musique. Alors, c'était une belle musique. Et n'oubliez pas, à côté, juste à côté de l'église, il y avait l'école coranique. Voici cette école coranique. À 5 mètres de l'église. Alors, tu entends le Coran dans l'école musulmane et tu entends l'église aussi. Alors, on se respecte. Alors, il n'y a aucun... Alors, c'était une relation extraordinaire. Il y avait de la folklore ici. Il y a le folklore madois, alors avec le tabal, avec la trompette. Et on organise des fêtes, surtout au mois de Ramadan. Chaque soir était une fête ici. Alors, et pendant la journée, on distribue du pain et de l'argent pour les pauvres. Chaque soir. On distribue. Alors, il y avait des gens qui sont riches, qui ouvrent leur boutique et qui distribuent du pain et de l'argent pour les pauvres, surtout au mois de Ramadan. C'était le beau temps. Il y a pas mal d'histoires heureuses et pas mal d'histoires malheureuses aussi, tristes. Il y a des histoires, par exemple, avec le dauphin. Nous avons des histoires avec les dauphins. Le dauphin, c'est un animal très intelligent qui attend les pêcheurs à l'entrée du port. Lorsque les pêcheurs partent à la pêche, il les accompagne pour aller ramener du poisson. Alors les pêcheurs pêchent et à partir des pêcheurs, le dauphin peut manger les poissons qui est accroché dans les filets. Alors il y avait pas mal d'histoires avec les dauphins. Alors une fois, je me rappelle, il y avait un pêcheur qui pêche dans le côté nord. Il a posé ses filets le soir. Et chaque soir, il va jeter l'ancre pour surveiller ses filets pendant toute la nuit. Peut-être il y avait des gens qui arrivent ou bien des dauphins qui mangent le poisson. Alors lui, il retire le filet pour décrocher le poisson avant que le dauphin arrive. Alors le dauphin a compris le jeu des pêcheurs. Alors il vient en silence, il vient juste à l'ancre, il prend l'ancre et il retire le bateau, il l'éloigne des filets. Et il revient dans le filet pour aller pêcher le poisson, manger le poisson. Moi, je me rappelle aussi, il y avait un pêcheur ici de Borjoras qui est spécialiste à la pêche des requins, du thon et des liches. Alors, une fois, il a pêché beaucoup de poissons, surtout du petit thon, de 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos. Alors, il est venu un dauphin. Alors, lorsqu'il est venu un dauphin, il a mangé, et lorsqu'il s'est rassasié, il prend le poisson et le ramène dans un trou.
pour les cacher. Alors, le pêcheur, le lendemain, est venu. Il n'a pas trouvé de poisson dans ses filets, mais il a trouvé une plaque sur la mer huileuse. Il a compris qu'il y a de la graisse. Alors, il est allé voir qu'est-ce qu'il y a. Il a trouvé un tas de poissons qui est ramassé par le dauphin. Il a compris que le dauphin, c'est un jeu entre le pêcheur et le dauphin. Moi, il m'est arrivé une fois avec un dauphin à moi-même. J'étais allé à la pêche à la Coryphène pendant l'été. Tu sais, la pêche à la Coryphène, c'est une pêche qui se pratique avec des plateaux qu'on les pose un peu plus loin du bord de la mer. Et lorsque les plateaux sont déposés, les coryphènes viennent s'abriter sous les plateaux. Alors, on disait que elles s'abritent du soleil, mais au contraire, les coryphènes viennent s'abriter sous les plateaux pour se défendre contre les requins et les prédateurs. Alors, lorsqu'un prédateur arrive, alors le poisson se rassemble, il forme une boule. Alors, c'est un moyen pour éviter le prédateur. Alors, un jour, lorsque j'étais allé à la pêche à la Coryphène, on a pêché jusqu'à 11h du matin. C'était un beau jour. Et lorsqu'on a fini, on vient de rentrer. Lorsque j'ai rebroussé la proue du bateau pour rentrer au port, j'ai vu de loin quelque chose qui monte, qui descend. Un objet extraordinaire. Peut-être une personne, peut-être quelqu'un qui appelle au secours. Alors, moi, j'ai dit à mes pêcheurs, allons voir ce qui se passe. Alors, lorsque nous sommes allés à l'endroit où il y avait la silhouette qui monte, qui descend, on n'a rien trouvé. Alors, je m'éloigne. Il revient. Alors, c'était 3 ou 4 reprises, je reviens. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un requin, un dauphin, qui est attaché avec une corde. Au bout de la corde, il y avait un bloc de pierre. C'est-à-dire, il était menacé par des pêcheurs. Il a été attrapé par des pêcheurs parce que quelquefois, on peut pêcher un dauphin dans les filets. Il entre dans le sac pour manger les sardines. Alors les pêcheurs retirent les filets. Alors il est pris. Alors on l'a menacé. On lui a attaché une corde et on a mis un bloc de pierre et on l'a jeté pour qu'il suffoque et il meurt. Lui, quand il descend, il prend un peu de force. Lorsqu'il est suffoqué, il monte à la surface pour respirer. J'ai compris ça. Alors nous on l'a vu. Alors j'ai demandé à mes pêcheurs de jeter l'ancre pour retirer la corde afin d'aller sauver le dauphin. Alors ils ont peur, les pêcheurs avec moi, parce que c'était un dauphin extraordinaire, grand. Et il mesurait à peu près 4 mètres. Presque 600, 700 kilos. Il est grand. Alors, j'ai demandé à mes pêcheurs de le laisser tranquille, il ne faut pas le provoquer. Alors, je me suis rapproché de lui, j'ai tiré la corde, j'ai tiré la queue du dauphin, je l'ai posé sur le bord de la mer, sur le bord du bateau, il a essayé de bouger. Moi, j'ai caressé sur son visage, sur son museau, je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais te sauver, mais ne bouge pas. Il a compris. Je vois qu'il y avait des gouttes de larmes qui tombent de ses yeux. Il fait bouger ses yeux. J'ai compris qu'il m'a compris. Alors, j'ai détaché la corde avec un couteau. C'est une opération qui a duré plus qu'un quart d'heure. Après avoir libéré le dauphin, il y avait une place, une écorchure, une blessure. J'ai pris ma boîte à pharmacie et j'ai mis un peu de médicaments, du mercurochrome et d'Acan. Alors, il n'a pas bougé. Après un moment, je l'ai caressé, je lui ai dit, alors maintenant tu es libre, tu peux t'en aller. Alors je l'ai poussé, il a
tourné autour de la barque environ 3 tours, puis il a pris la direction de l'est et il s'enfuit. Le lendemain, lorsque nous sommes revenus à l'endroit même pour pêcher le poisson, mes amis m'ont dit, voilà le pêcheur, le dauphin que tu as sauvé hier soir, oui, il est revenu. J'ai dit non, c'est pas possible. Dans la mer, il y a 1 million de dauphins. Je ne pense pas qu'il va revenir. Non, il m'a dit, ouais. Alors que je me suis rapproché du plateau pour pêcher la coryphène, il est venu juste derrière la poupe. Alors je l'ai vu, j'ai vu même la blessure aussi. C'est lui-même. Alors cette fois-ci, il ne nous a pas menacés. Il est allé loin pour nous laisser libres pêcher le poisson. Lorsqu'on a pêché le poisson, il est revenu. Il a tourné 3 fois, il s'en va. On l'a vu 3 jours de suite. Après, il y avait du mauvais temps. Depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu. Alors voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée avec un dauphin. Et les dauphins travaillent avec les pêcheurs. Le dauphin, c'est un partenaire social avec le pêcheur. Le pêcheur va à la pêche, le dauphin va chercher le poisson, il ramène le poisson vers les pêcheurs et les pêcheurs pêchent le poisson. Quand les pêcheurs ne donnent pas du poisson au dauphin, alors il attaque. Il attaque les filets, il déchire, mais il a donné du travail pour les ramasseurs. Maintenant, il y avait des gens, il y avait environ ici à Madia 200 personnes qui travaillent, qui ramassent. C'est-à-dire, le dauphin a créé un emploi pour ces pêcheurs-là. Alors, il déchire les filets, lorsqu'il rentre au port, alors il y a le ramasseur qui ramasse 200 personnes qui travaillent qui font ce travail. Il gagne chaque jour 100 dinars. Donc il a créé un emploi pour les pêcheurs. Bravo pour le dauphin. Écoute, je me souviens, j'ai un ami à moi qui est tout le temps, nous sommes dans le café. Il s'est marié par l'intermédiaire du poisson. Comment ça se fait? Alors un jour, il est allé à la pêche, dans le côté du nord ici, le côté de Borjoras, au côté nord, pour pêcher les aiguilles. Il est allé à la pêche des aiguilles. Et à cette époque, à Madia, il n'y avait pas toutes les familles partent au bord de la mer pour laver leur linge, pour laver leur vaisselle. Hein? Alors, lorsque le bateau est arrivé près des gens qui lavent au bord de la mer, il a vu du poisson. Il a encerclé le poisson avec une scène. Il a rempli le bateau avec des aiguilles. Il y avait une fille qui le regarde. Lorsqu'il est allé vendre le poisson, il a demandé à ses pêcheurs de laisser une part pour cette fille qui a vu le poisson. Et ce n'est pas bien de ne pas lui donner un cadeau. Un couffin. Hein? Voilà. Ouais. Alors il a rempli un couffin d'aiguilles. Il a trouvé que cette fille est partie. Il a trouvé une autre femme. Il a dit, où est allée la fille qui était là tout à l'heure, qui lavait le vin? Elle a dit, pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je vais lui donner du poisson. Elle lui a dit, donne-moi un peu de poisson, je vais lui ramener le poisson que tu voulais offrir. Alors, on est allé avec le couffin dans la maison de la fille, la maman s'est demandé pourquoi tel pêcheur a envoyé un couffin plein de poissons. Il a certainement quelque chose, il voulait quelque chose. Peut-être il voulait demander la main de ma fille. Elle a parlé à son mari. Lorsque son mari a appris
la nouvelle, il est venu dans cet endroit même, dans la place du Caire. C'était vers 3 heures de l'après-midi. Il a rencontré le pêcheur qui a envoyé le poisson. Il lui a dit, c'est toi qui as envoyé le poisson? Il a dit, oui, monsieur, c'est moi parce que ta fille a vu le poisson. Il lui a dit, d'accord, je peux te donner ma fille. Alors il s'est marié depuis, et voilà des choses qui arrivent. Ici à Mahdia, nous sommes maintenant ici à Bourgeois. Mahdia, c'est un cap qui entre dans la mer. C'est le Cap Africa. Cap Africa, c'est Mahdia. C'est Mahdia qui a donné le nom à l'Afrique. Nous sommes dans le continent africain. Ce nom-là est donné par Mahdia. Mahdia, c'est Cap Africa. Alors, chaque roche qui se trouve au bord de la mer raconte une histoire. Chaque roche. On commence par le côté nord. Vous savez, Mahdia, c'est un cap qui tend son bras vers l'Europe. Mahdia, elle est très belle, avec sa plage, avec ses habitants. Alors, nous avons la place de la Gargouria. Il y a une place à l'entrée de Mahdia qui s'appelle Gargouria. Gargouria, c'est un endroit où toutes les eaux de Mahdia se déversent dans cet endroit-là. Alors il y avait le poisson qui arrive. C'est un endroit connu par la pêche des sardes et la pêche des mulets. Alors après la Gargouria, nous avons le port de Mahdia qui a été bâti en 1920 par les Français. À cette époque, le port de Mahdia n'existait pas. Il y avait le port ici, après. C'est pas le port Punique. C'est un chantier naval. Alors, après le chantier naval, ici la fabrication des bateaux pour l'État fatimide. Oui. Après nous trouvons le côté de la mosquée. C'est un endroit pour la migration, surtout des mulets. C'est le seul endroit qui se trouve dans le Sahel où les mulets se rassemblent ici à Mahdia. À cette époque, il y avait une fête, il y avait plein de gens qui vivaient assister au spectacle, comment on pêche les mulets avec des engins qui s'appellent des massas. Après, il y avait une autre partie. Il y avait un tronçon du rempart. On l'appelle le rocher tourné. Ces rochers-là, à côté du rocher, il y avait des bassins où les femmes autrefois venaient laver leur linge, venaient laver leur couverture et préparer le trousseau pour le mariage. Et vous entendez le matin les you-you des femmes et puis la darbouka, ils chantaient. Après les bassins, vous trouvez le port punique de Mahdia. Le port punique, l'ancien port. C'est le port des Carthaginois. Il est bâti, sculpté. C'est le seul port qui est sculpté dans l'Afrique. C'est le port punique. Il est sculpté, c'était en 200 ans avant Jésus-Christ. Il est sculpté, c'était un grand port. À cette époque-là aussi, l'ouverture du port se ferme et s'ouvre avec un grand port, un portail qui se ferme et qui s'ouvre. Et il y avait des bateaux. Vous voyez, ce port-là datait
deux siècles avant Jésus-Christ. Après le port punique, on trouve la petite plage. On appelle en arabe Shtayt. C'est un endroit qui n'a pas beaucoup de courant et qui n'est pas profond. Mais la chose magique qui se trouve dans cet endroit, qu'il y avait un rempart englouti dans la mer, un mur qui est englouti. Alors on ne peut pas le voir avec, et surtout pour les pêcheurs qui travaillent avec des miroirs pour voir le fond. On voit, c'est un récif, c'est une colonne qui sort du Cap Africa et qui va jusqu'à Rajish, à peu près 3 ou 4 kilomètres. Des pierres, des roches cubiques bien alignées, deux par deux. Moi, je connais cet endroit parce que nous pêchons les sarpes avec les Italiens. C'était les Italiens qui posaient des trémailles et on voit avec le miroir. Après, il y avait le rempart du Chal. En arabe, on dit Sor Chala. Sor Chala, pourquoi on dit Chala? C'est le chalet. Le chalet, c'est le borge. C'est pas le borge turc. Où il y avait le phare de Mahdia. Sous le phare de Mahdia, il y avait un chalet englouti. Le chalet englouti, c'est une destruction des Espagnols. Il y avait une histoire aussi pour le chalet. Les Espagnols sont venus à Mahdia en 1550, à l'époque du roi Charles Quint. Ils ont vécu en Tunisie pendant 4 ans. Pendant les 4 ans, on a vu le miracle ici, les Tunisiens. Ils ont détruit nos maisons. Ils ont tué nos enfants. Ils ont brûlé les forêts. Ils ont détruit tout. Et ils ont laissé une mauvaise histoire. Ils tuaient les enfants, les garçons de Mahdia, et ils ont jeté les enfants dans la mer. La place de la mer qui était devenue rouge, on l'appelle El Hamra. El Hamra, on appelle El Hamra, c'est le rouge. Parce que c'est un endroit qui est sali par le sang des enfants. Ce sont les Espagnols qui ont tué les enfants. Après 1555, il y avait l'invasion des Turcs qui sont venus ici à Mahdia. Ils se sont vengés des Espagnols. Alors les Turcs, ils ont coupé les têtes des Espagnols et on a exposé leurs têtes pendant 1 mois à Bourgeras. C'est pourquoi on appelle ça Bourgeras. La tête. Parce qu'on a exposé les têtes des Espagnols qui ont menacé nos enfants. Alors, c'est pourquoi on appelle ça le rempart du chalet. Chalet, c'est le borge englouti sous le fort. Mais après 1555, naît le cimetière de Mahdia. Avant Mahdia, il n'y avait pas de cimetière. Le cimetière pour Mahdia, c'était à Monastir. Les gens qui meurent ici, on les enterre à Monastir. On les transporte à Monastir. On dit Monastir, l'histoire du nom Monastir, c'est-à-dire Meitouna Yassir, notre mort qui va vers là. On appelle Monastir, Meitouna Yassir. On raconte, c'est un... Après le rempart du chalet, le tronçon du rempart du chalet, il y avait le petit port, c'est un petit golfe. Le petit port sud et un petit port, on appelle ça en arabe, Mrissa al-Qibliya ou Mrissa al-Jabliya. Après Mrissa al-Jabliya, il y avait le roche des
des pêcheurs à l'épervier. Tu connais l'épervier? L'épervier, c'est un filet qu'on lance sur le poisson. Il y avait des pêcheurs qui restent à l'affût derrière le rocher, qui attendent le poisson. Quel poisson? Il y avait les mulets ou bien les sarpes. Les mulets ou bien les sarpes. Les sarpes arrivent pour aller brouter sur le rocher, parce que tu connais les sarpes, c'est un poisson herbivore. Et, herbivore et carnivore aussi. Les sarpes, c'est un poisson qui est jaune. Ouais. Shilbe. Alors, ils posent leur filet, ils pêchent. Alors, moi je me souviens, il y avait Raïs Khalifa, il y avait des pêcheurs, Raïs, c'est-à-dire capitaine. des capitaines qui sont connus. Après, on trouve l'endroit où on brûle le feu. On appelle ça Hajouja. Hajouja, c'est un endroit où il y avait on allume le feu le soir pour attirer le poisson. Parce que le poisson aime la lumière. Il vient vers la lumière. Lorsque le poisson arrive, on jette les filets, on pêche. Après Hajouja, il y avait Lala al-Bahriya. Lala al-Bahriya, c'est une jeune dame. Elle est très courageuse. C'est une dame qui est respectée par les Madois. Elle est très courageuse, elle est connue. Après, il y avait la chambre, le Ghorfa. Le Ghorfa, c'est un endroit où les jeunes filles qui veulent avoir un mari, ils viennent le soir pour allumer une bougie. Ils allument les bougies au bord de la mer pour assurer qu'un mari leur arrive. Et après, il y avait un endroit qui s'appelle Fardetbach. Et après, la place de la bombe, pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1945, on a jeté une bombe ici à Mahdia, sur tout ce côté. Il y avait des maisons qui étaient détruites et des gens qui en sont blessés. Depuis 3 ans, l'aviateur qui a lancé cette bombe, il est venu visiter Ahmadiyya, il a contacté les gens du quartier et il s'excuse. Il a demandé des excuses. Il a passé une journée ici à Ahmadiyya pour demander des excuses aux gens qui ont été blessés par cette bombe. De quelle nationalité C'est de la nationalité française. Française. C'était en 1945. Jusqu'à maintenant, la place de la bombe existe. Alors, lorsqu'on passe au bord de la mer, on voit un grand trou, c'est la place de la bombe. Et après la côte, il y avait le Shabbat. C'est le quartier des Juifs. Vous voyez, pour chaque pierre, il y a une histoire. Vous voyez. Ils servent à quoi? Tout au bord de la mer. Oui, Tu as vu ça? Oui, oui. Alors, il y a des bassins cubiques ou bien cylindriques. Oui, ça. C'est pour la fabrication des garoums. La Garoum. fabrication du garoum. Le garoum, alors le poisson salé, avec une préparation spéciale, on les prépare. C'est à l'époque des Romains. Les Romains, quand ils sont venus à Mahdia, ils ont creusé ces bassins pour préparer le poisson, le garum. Et le garum, lorsqu'il est préparé, on les met dans des amphores et on les transporte en Italie, à Rome. Alors, les Romains aussi ont laissé une histoire. Dans ces trous-là, on met le poisson On avec met de l'eau salée, de l'eau on le salée, laisse sécher. sécher et puis préparer. Et après avoir la préparation, on le met dans des amphores et on les transporte pour manger. Oui. Pour les sardines, il y a une différence dans les sardines. Chaque endroit
a un goût spécial pour les sardines. Ça dépend du milieu. Par exemple, les sardines du sud n'est pas la sardine du côté de Madia. Pourquoi? Parce que dans le sud, il y avait le golfe de Gabès. Dans le golfe de Gabès, il n'y a pas assez de récifs coralliens, comme ici dans la région de Madia, de la Chepa jusqu'à Tabarka. Alors, cet endroit était riche avec les récifs et la faune était très riche. Il y avait beaucoup de plancton. Les planctons sont plus graisseux que ceux du golfe. Alors, les sardines du golfe, c'est une sardine qui est un peu sèche. Les sardines de Madia et du côté du nord, c'est une sardine avec de la graisse. Elle est graisseuse. Alors, avec les pêcheurs, il y avait des pêcheurs qui pêchent avec les sardines de Madia. On pêche mieux qu'avec les sardines du golfe. Alors, le poisson choisit les sardines graisses que les sardines un peu sèches. C'est la différence. Et il y avait des pêcheurs. Maintenant, lorsqu'on apporte les sardines du Gabès, on ne les achète pas. Les pêcheurs n'utilisent pas les sardines de Gabès. Ils utilisent les sardines de Madia. Surtout pour la pêche des palangues. Alors, la pêche des palangues, c'est-à-dire on pêche les pagres et le merou. Le pagre et le merou, avec les sardines de Madia, c'est extraordinaire. Avec les sardines du Gabès, alors les hameçons restent telles qu'elles sont. Les Grecs venaient à Madia depuis 1920. Ils venaient ici avec des bateaux à voile pour cueillir les éponges. Ici à Madia, moi je me souviens, je vois 4 ou 5 bateaux à voile des Grecs qui venaient pêcher les éponges chaque année. Chaque année, à partir du mois avril, mai, juin, juillet, jusqu'en octobre, ils restaient à Madia pour aller cueillir les éponges. C'était une fête pour eux. Alors, vous trouvez que les bateaux, avec des guirlandes des éponges qui sont déposées sur le mât, sur le côté du bateau, et ils ramassent, ils ont plein d'éponges. Parce que la mer de Madia était très riche. À cette époque-là, il n'y avait pas de chalutiers. Ce sont les chalutiers qui ont menacé la faune marine. Alors, on a détruit les éponges, on a détruit tout. Les Grecs venaient à Madia avec des bateaux à voile pour cueillir les éponges pendant l'été. Et ils rentraient pendant l'hiver. Mais ils cueillent une grande récolte avec les... Et je me souviens aussi, on leur demande de la galette. Alors, j'ai mangé maintes fois, c'est un petit pain très dur, alors qui est apporté par les Grecs. On appelle ça kisrachna. Elle venait aussi dans la ville, c'est-à-dire, dis-moi, c'était comment avec les Grecs ici? Ils vivaient avec nous, ils se promenaient dans la ville, et ils vont dans les boutiques, au marché, et ils échangent, et ils sont comme tous les citoyens. On ne le touche pas. Ils sont comme chez eux. Il n'y a pas une différence entre un grec ou un madois. Nous sommes habitués à les voir. Et ils ont créé des relations avec les madois lorsqu'ils étaient ici à Madia. Bon, il y avait des gens qui se sont mariés avec quelques musulmans, des Grecs. Moi je connais, il y a des jeunes filles qui ont opposé quelques Grecs. Alors, oui, comme pour les Italiens. Les Italiens qui sont venus aussi à Madia sans passeport, sans carte d'identité.
Ils venaient à Mahdia avant, ils venaient. Alors c'était pour eux une découverte. Comme je te l'ai dit l'autre fois, lorsque les Italiens arrivent à Mahdia et qu'ils s'approchent de la côte madoise, il lui dit en italien, Oga Carlo, que c'est mon Africa. Tirez Carl, nous sommes déjà arrivés en Afrique. Alors les Italiens vivaient avec nous, comme les Grecs, les Italiens, les Juifs. On ne les touche pas. Ils sont chez eux, ici à Mahdia. C'est un endroit... oui. Les Italiens, pourquoi ils venaient ici à Mahdia? Ils n'ont pas de sardines chez eux. Ils ont des sardines. Mais ils ont trouvé que les sardines de Mahdia étaient les plus belles. Alors les Italiens viennent spécialement à Mahdia pour pêcher les sardines. À cette époque, ils pêchaient les sardines avec des filets, pas avec la lumière. Ils pêchaient les sardines avec des filets, ils posent leurs filets pendant la nuit et le matin, ils les retirent. Et ils viennent au bord de la mer pour décoter le poisson. Une fois le poisson ramassé, ils vont vers le lac de Mahdia. Dans le lac de Mahdia, il y avait du sel. Alors, ils ramassent le sel pour salir, pour saler le poisson. Ils mettent le poisson, ils conservent le poisson dans des tonneaux en bois. Et lorsque l'hiver arrive, ils transportent leurs tonneaux sur le bateau et ils rentrent en Italie. Et l'année prochaine, la même chose aussi. C'est-à-dire les sardines d'ici sont mieux que les sardines en Italie. C'est pourquoi on dit Mahdia, c'est le lieu de naissance de la sardine. Parce que Sardaigne était venu à Mahdia pour pêcher les sardines. Donc Mahdia était la première pour la pêche à la sardine. Et Mahdia était un grand port de pêche de sardines à cette époque. Il y avait des usines, il y avait à l'époque 11 usines à Mahdia. Et à cette époque aussi, on échangeait les sardines avec les fruits, avec les légumes. Alors on dit sardines à mishmesh, sardines à mishmesh. Les Italiens, parce qu'ils n'ont pas d'argent avec eux, alors ils pêchaient les sardines. Et pour avoir de la provision de fruits ou bien des légumes, ils vont aller au marché, ils donnaient du poisson contre les fruits ou contre les légumes. Alors on échange un objet avec un autre objet. Oui, après l'indépendance, il y avait des relations entre les Italiens et les Tunisiens, surtout de Mahdia. Alors, cette relation existe jusqu'à maintenant. Alors, les Madois voyagent, ils vont en Italie pour travailler avec les Italiens qui étaient à Mahdia. C'est pourquoi il y avait pas mal de Madois qui sont à Mazara, à Palermo. Alors, et les musulmans, les Madois, parlent bien l'italien et ils travaillent avec les pêcheurs. Et les pêcheurs italiens, c'est-à-dire le propriétaire italien, a de la confiance avec le Madois plus que le pêcheur italien. Alors les Madois sont très demandés. Pourquoi? Parce que par leur expérience. Et deuxièmement, parce qu'ils connaissent le métier. La majorité des pêcheurs qui vont en Italie sont des ramandeurs. C'est ramandeurs qui ramandent le filet. Et le ramandage, c'est un emploi demandé. Alors, c'est rare de trouver des gens qui ramandent les filets maintenant. Les Madois sont tous des ramandeurs. Parce que ceux qui pratiquent la pêche, avant de connaître la pêche, ils doivent savoir le métier du tissage et de la fabrication des filets. Ici à Mahdia, on fabrique nos filets nous-mêmes. On ne trouve pas des filets tout préparés. Chaque pêcheur fabrique ses filets pour lui-même. Même maintenant. Jusqu'à maintenant. Moi aussi, j'ai une petite barque.
pour préparer les filets, je les fabrique moi-même chez moi à la maison. J'achète la matière première, les flotteurs, les filets, le plan, et même le plan aussi. Je procure du plan, je fais cuire et je verse le plan pour fabriquer le petit plan qui tienne le filet au fond de la mer. Alors on fait tout. Et la femme madoise aussi aide son mari. La femme madoise, elle prépare le poisson, elle conserve le poisson, les sardines, les poulpes, les petits poissons séchés. Et pendant le mois de Ramadan, on utilise ces poissons-là pour manger, pour faire de la salade, on avait des anchois. Pour préparer la soupe, on avait des petits poissons pour faire la soupe. Et c'est la femme madoise, la femme du pêcheur, c'est une femme dégourdie. Elle est très dégourdie. Elle est capable de tout faire. Elle va au marché, elle fait les courses, elle aide son mari. Son mari ne touche rien. Il pêche, le soir rentre. C'est la femme qui fait tout. C'est elle qui emmène les enfants à l'école, c'est elle qui instruit les enfants, c'est elle qui s'occupe de ses enfants, c'est elle qui va au marché, elle fait tout. Le pêcheur ne fait rien. Et le soir, avant de partir à la pêche, lorsqu'il quitte la porte de la maison, elle sort devant la porte et elle verse un seau d'eau en signe de bonheur. Oui. Pour les pêcheurs de Mahdia, ils partent et ils reviennent chaque jour ou ils partent dans des longs voyages? Il y a des pêcheurs côtiers Ouais. qui travaillent toute la journée, le matin ou bien l'après-midi, et le soir ils rentrent chez eux. Il y a des pêcheurs qui pêchent pendant une semaine ou 2 semaines. C'est la pêche au chalut, c'est la pêche au fond. Et nous avons une bonne embarcation de la pêche au chalut, surtout dans la Méditerranée. Les pêcheurs madois sont très connus. Ils sont les premiers. Ils sont les maîtres de la mer. Les pêcheurs madois, surtout la pêche au chalut. Ils connaissent l'endroit, la mer Méditerranée, point par point. Ils vont les yeux fermés. Ils connaissent la mer comme leur poche. L'endroit du poisson, il va directement sur l'endroit où il a pêché le poisson. Il peut pêcher pendant 2 semaines. Tu sais combien il transporte du carburant pour aller pêcher pour une sortie? 15 tonnes. 15 tonnes de carburant. 15 tonnes de carburant qui coûte environ 20 000 dinars. Oui. Pour une seule sortie. Alors il pêche pendant 15 jours, mais quand il rentre, il apporte une bonne prise. Trésor. Et du beau poisson, des rougets, des calamars, des pagres, des crevettes, des langoustes, du sol, c'est-à-dire le poisson roi. Une autre petite question. En Sicile, il y a le système de pêcher le thon qui s'appelle tonara. Le système d'aller avec les grands filets et puis aux saisons qui arrivent le thon et on ramasse et on tire et on Le plus grand, écoute, le thon c'est un poisson migrateur. Il vient de l'Atlantique et du Pacifique, il vient de tous les océans. Il vient à la fin du printemps pour pondre ses œufs. Ici, dans la Méditerranée, il entre par le Gibraltar et il va côte à côte. La première côte qu'il va, c'est la côte tunisienne. C'est un endroit très empoisonneux. Alors, on dit que le thon regarde avec l'œil droit. L'œil droit. Alors c'est pourquoi il s'approche de la côte tunisienne avant de la côte italienne.
C'est pourquoi on trouve le thon ici dans la côte tunisienne. Il commence par Tabarka et le Cap Ban, et juste il longe la côte de Sahel pour aller pendre au plateau continental. Alors, avant, il y avait des tonnaras. C'est un grand filet qu'on pose au bord de la mer à une distance de 3 ou 4 kilomètres. Et on dresse des chambres. La chambre d'attente et la chambre de la mort. Le poisson, lorsqu'il arrive, il trouve un mur devant lui de filets. Il côtoie le filet, il entre dans la chambre d'attente et après on ouvre, il y a une porte avec les filets qu'on le met dans la chambre, on appelle la tueuse. En arabe on dit qtela. C'est l'endroit où on tue le poisson. Alors il entre dans la tueuse, c'est un endroit, c'est un bassin avec des filets, et puis les pêcheurs, avec des bateaux, ils contournent le filet et ils hissent le filet et ils descendent dans le filet pour pêcher le poisson avec le trident. Avec le trident. Et on fait de grandes prises. Puisqu'il y avait la communauté européenne, maintenant on a interdit les madragues. On appelle ça la matanza. On a maintenant, on pêche les poissons avec des tonniers. Maintenant, l'endroit mondial où il y avait beaucoup de thon, c'est la Méditerranée. Alors chaque pays a pris une cotisation. Elle a une partie de la pêche. Par exemple, pour la Tunisie, on a autorisé à pêcher 3 000 tonnes. 3 000 tonnes pour 54 autorisations de pêche. 3 000 tonnes. Chaque pêcheur doit pêcher environ 60 tonnes seulement. Il pêche 60 tonnes, il revient au port, il attache sa barque et il ne sort plus. Et ça, c'est une cotisation imposée par l'Europe, ça, par l'Europe. C'est par la communauté européenne. Chaque pays a pris une cote du poisson. Pour la Tunisie, c'est 3 000 pesos. Maintenant, on pêche les thons avec des filets, avec des tonniers, pas avec des madragues. Okay. Le système de tonnara, ça existait une fois en Tunisie. Ça existait une fois en Tunisie pendant l'indépendance. Il y avait 2 tonnaras. Il y a un tonnara à Sidi Daoud et puis une tonnara à Monastir. Et maintenant, ils sont annulés les deux. Maintenant, ils pêchaient avec des tonniers. Et le thon rouge, c'est le meilleur connu du thon dans la Méditerranée. Cette année, il y avait beaucoup de thon. Beaucoup. C'est-à-dire un surplus. Mais vous n'avez pas le droit de pêcher plus. Vous avez un quota, tu le pêches et tu rentres. C'est la pêche au thon. Et pour les poules, pour les poulpes, Amadia, c'est un endroit de poulpes aussi. Mais l'endroit. Pourquoi ça? C'est partout. Les poulpes, où on trouve les récifs, on trouve des poulpes partout. Mais l'endroit le plus poissonneux des poulpes, c'est dans le golfe de Gabès. Dans le golfe de Gabès, à Zerzis, à Djerba, à Gabès. On va chaque année, pendant la migration des poulpes, on va pêcher les poulpes avec des gargoulettes. À Karkna, Zerzis, Djerba, Gabès, il y avait des pêcheurs de Touboulba, de Sousse, partout.
ils vont vers le sud de la Tunisie pour pêcher les poulpes. Parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de poulpes. Et des poulpes extraordinaires, hein, des poulpes rois. Des poulpes de 3 kilos, 4 kilos, ce sont les meilleurs. Alors là, on pêche beaucoup. Avant, on pêchait beaucoup de poulpes. Chaque bateau apporte 200 kilos, 300 kilos. Ces années-là, la quantité a diminué. On pêchait 50 kilos, 40 kilos. C'est pas comme avant. Mais on pêchait les poulpes avec des gargoulettes. Maintenant, il avait une autre tradition pour pêcher les poulpes. On pêchait les poulpes avec des nassettes, avec des nasses. Comment on fait ça? On fabrique des nasses avec des filets en fer. Et c'est comme un épervier. Il y avait un trou et on met 3 ou 4 crabes. Tu connais les crabes? On met les crabes parce que les poulpes aiment les crabes. On pose les crabes, les nasses, au fond de la mer. Chaque bateau transporte 400 nasses, 500 nasses. Alors, les poulpes viennent manger les crabes, ils entrent dans l'épervier, il est pris. Alors, on les ramasse, on tire la corde et chaque nasse est vidée. On trouve un poulpe ou deux et on pêche pas mal de poulpes. C'est une bonne pêche et ça rapporte de l'argent pour les Puis pêcheurs. ils vont être séchés ou... Avant, on séchait les poulpes. Ouais, Mais maintenant, on mange les poulpes crues, ouais. telles qu'elles sont. Mais il y avait une méthode pour les poulpes. Pour les poulpes et les sèches. Tu poses la poulpe dans l'eau au réfrigérateur. Un poulpe qui pèse 2 kilos, le lendemain, lorsque tu le poses dans l'eau, il augmente de 30% de son poids. On dit que le poulpe s'engraisse avec de l'eau. Il avait le poulpe ou bien les sèches. Pour la migration des poulpes, c'était au mois de novembre, décembre, janvier. Après janvier, les poulpes posent les œufs, alors le poulpe se maigrisse. Le retour, on appelle ça le retour. Il y a la migration et le retour. Il y a le va et le vient. Pour chaque poisson, il y a le va et le vient. Le va, c'est la migration. Le vient, c'est le retour. Le va, c'est-à-dire il va poser ses œufs. Lorsqu'il pose ses œufs, il retourne. Il retourne à l'endroit où il est parti. Chaque poisson fait ce système. Lorsqu'il va poser ses œufs, il est bien engraissé, il est formidable. Hein? Une fois qu'il a posé ses œufs, il devient maigre. Alors le goût du poisson n'est pas le même. J'ai dit que la migration des poulpes, c'était au moins en hiver. Maintenant, c'est la migration des sèches. Tu connais les sèches. Les sèches, c'est un poisson. Comme le poulpe, c'est un mollusque. Il avait un siphon. C'est un animal qui a 3 cœurs et 9 cerveaux. Comme le poulpe. Le poulpe a 3 cœurs et 9 cerveaux. C'est ça. C'est la sèche. Squid. Ouais. C'est le poisson qui a 9 cerveaux. Pour chaque tentacule, il y a un cerveau. Il y a un cerveau systématique dans la tête, dans le capuchon. Et tous les organes se trouvent dans la tête, dans le capuchon. C'est pourquoi il a son cœur dans le cerveau. Il y a des poissons qui ont un seul cœur, des poissons qui ont 2 cœurs, des poissons qui ont plusieurs cœurs. Par exemple, la méduse n'a pas de cœur et n'a pas de cerveau. La méduse, c'est un poisson, c'est un animal marin.
qui est mangé par les tortues. Les tortues aiment manger les... Ici à Mandia, ici à Mandia, il y a des récifs coralliens. Il y a deux. Et il y a des récifs coralliens. Ouais. C'est-à-dire, il y a des endroits où il y avait du corail. Mais le corail est cassé par les chalutiers. Il est cassé, il est menacé. Il est détruit par le chalutier. Moi, j'ai vu plusieurs fois le corail noir. Je l'ai vu. C'est un corail sauvage, mais qui n'est pas bien travaillé. Mais l'endroit où il y avait le corail rouge, et le corail jaune, et le corail noir, c'est à Tabarka. C'est un endroit très connu. C'est l'endroit de Tabarka, à Tabarka, près de Bizerte. C'est un endroit où il y a beaucoup de corail qui viennent là-bas. Tout le monde vient pêcher le corail. Il y avait des Italiens, des Tunisiens et des Algériens qui viennent ramasser le corail du côté du nord de la Tunisie. Il y avait des endroits où il y avait le corail. Mais dans notre région de Madia, il n'y a pas assez de corail. Parce que la faune, avant, il y avait du corail. Mais maintenant, il est détruit par les chalutiers, par la surpêche. Au commencement du XXe siècle, les Grecs, les plongeurs qui ramassaient les éponges, ils utilisaient les machins avec la casque et tout ça pour plonger. Oui. Aussi en Tunisie, on avait ce système. Moi, je l'ai vu. Il venait avec le casque Ouais, ça. et la combinaison. Ouais, et la pompe pour l'air. Et une machine Ouais, qui ça. tourne pour fabriquer de l'air. Oui, ça on l'avait en Tunisie, en Afrique du Nord. C'était seulement les Grecs qui avaient ça. Seulement les Grecs. Ils Ah ont ouais. commencé par ce travail. Ah. À cette époque, il n'y avait pas des bouteilles d'oxygène. Il y avait une machine qui tourne, qui fabrique de l'air. Et avec un tuyau qui va jusqu'au plongeur et il respire l'air. Il y avait sur le bateau, il y a un pêcheur qui tourne la manivelle pour faire fabriquer de l'air pour le plongeur. Oui.